Bonsoir et bienvenue dans le Kick Parade numéro 108. Salut Swan. Bon, on se croirait presque à Halloween. Bonsoir à toutes et à tous. Parce que je vois la fumée et les feux de Paris. Alors, c'est même plus une avalanche, ça, c'est un raz-de-marée de nouveautés cette semaine. Donc on est désolé, on va pas aller dans les détails de chaque truc, parce que de chaque campagne, parce que sinon c'est 2 heures d'émission. Hein. On le dit souvent, mais on préfère leur dire, là il y a vraiment, c'est trop, c'est trop. Et on va commencer par le top 10. Alors le top 10, c'est, enfin en 10e place plutôt, c'est The Hunt, donc le jeu qui est sur GameFound, bataille navale, il y a bataille aérienne aussi, c'est une espèce de wargame en fait, avec des cartes. J'aurais pas parié un copec dessus. Enfin, le jeu a l'air sympa, hein, mais je pensais pas qu'il allait rentrer dans le top 10 comme ça. Il en est à 32 000 € et 1350 contributeurs. Il reste 10 jours, hein, mine de rien, donc il a le temps de monter ce petit jeu. On en avait parlé un petit peu la semaine dernière. Et du coup, voilà, en fait, il y a quand même pas mal de trucs intéressants, notamment le prix, l'accessibilité. Il faut savoir que Nuts Publishing, hein, c'est associé pour la VF. Donc voilà, le jeu reste accessible sur plein de points, donc moi je comprends, hein, que ça puisse fonctionner. Après, à ce point-là, c'est pas mal, mais il n'est qu'en 10e place. Oui. La suite va vous surprendre. Ah oui, c'est sûr. 9e position, eh bien c'est Sally Face qui perd 2 places cette semaine. Le jeu stagne, alors après il marche correctement, hein, mais il stagnouille, on va dire. Hein. Dans le dernier tiers du classement. Il en est à 215 000 €, 2287 contributeurs. Il reste une petite semaine, donc allez, il va peut-être aller aux 300 000 €. On est très très loin du succès de Isaac, hein, qui avait fait les auteurs précédemment. Ils ont voulu refaire la même chose avec du merchandising, beaucoup de choses dans les add-ons, beaucoup de choses autour du jeu. Hein. Et ça, la mayonnaise a moins pris. En plus, c'est quand même un jeu vidéo, une adaptation de jeu vidéo. Alors, c'est pas Call of Duty. Hein. Bon, voilà, il y a quand même... J'irais même jusqu'à dire que ce n'est pas Isaac, en fait. Oui, voilà, ça n'a c'est pas pas du Isaac. tout la même notoriété, donc ça. forcément repartir sur le même style de campagne, ça aurait peut-être mérité une campagne peut-être un peu plus adaptée. Ouais, exactement. Je pense qu'ils ont voulu refaire un peu la même chose et il fallait une approche différente. Enfin, on va pas pleurer, hein, 200 000 €, c'est pas mal. Mais par les temps qui courent, c'est vrai que pour ce genre de jeu où il y a quand même pas mal de matériel... Allez, 8e position, et c'est une entrée, et c'est une sacrée entrée même, c'est Unmatched Adventures, Tales to a Maze. 179 000 € les 2 premiers jours, ou le premier jour, je ne sais plus s'il est sorti mardi ou mercredi, on enregistre mercredi cette émission. Il est là pour une vingtaine de jours, déjà quasiment 3500 contributeurs. Alors, Unmatched Adventures, eh bien si vous vous posez la question, oui, ça a un rapport avec la gamme Unmatched, puisque c'est la nouvelle boîte de Unmatched par Restorations Game. C'est la première fois, il me semble, ou je suis quasiment sûr même, qu'il passe par Kickstarter pour une boîte d'Unmatched. Unmatched, c'est pour ceux qui connaissent pas, c'est un jeu d'affrontement sur un petit plateau. Vous avez chacun votre figurine. Certains personnages ont des pions qui représentent des sbires en fait. Et vous avez surtout des cartes. C'est un jeu d'affrontement de deck building plus de déplacement de figurines. C'est nerveux, c'est rapide. Moi, c'est une gamme que j'aime beaucoup. Je trouve ça très réussi. Et il y a pas mal de boîtes qui sont sorties. Il y en a moins en France parce qu'il y a aussi tout un aspect licence dans la gamme qui pose des gros problèmes de droit pour sortir en France. Donc on n'aura pas Jurassic Park, il y avait quoi, Buffy contre les vampires, Marvel, ça on les aura pas. Moi personnellement je m'en fous parce que ce que je préfère dans Unmatched, ce sont les héros libres de droit. C'est-à-dire que vous pouvez jouer Bigfoot contre Robin des Bois, le petit chaperon rouge contre Dracula, Sherlock Holmes contre Achille, enfin voilà, tous ces héros mythologiques qui sont dans le domaine public. Et moi c'est ce que je préfère, parce que je trouve que c'est plus original finalement. Moi je n'ai rien à foutre de jouer avec les vélociraptors de Jurassic Park ou Iron Man, je m'en tape le coquillard. Par contre, tous ces héros là, c'est vraiment intéressant. Et donc, bref, Unmatched Adventure. J'ai même envie de dire que visuellement, même en plus, ces héros sont beaucoup plus inventifs, effectivement, que on va dire, ces personnages sous licence, en fait, qui forcément ont une incidence sur le graphisme, etc. Et puis qui sont très contrôlés, évidemment, par les gens qui possèdent les droits. Donc, enfin bref, voilà.
Donc c'est beaucoup plus intéressant tout ce qu'ils ont imaginé autour des personnages classiques. Et en plus les decks, c'est-à-dire que les mécaniques de jeu de chaque personnage sont très très différentes, hein, vraiment. Et très 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 fluff. C'est ça qui est vachement intéressant. Donc il y en a qui sont plus ou moins bons, il y en a qui correspondent plus ou moins à on va dire des styles de jeu. Enfin moi je trouve que c'est une gamme très réussie qui est trouvable en boutique. Hein. Unmatch, vous le trouvez dans toutes les boutiques ludiques dignes de ce nom. Et donc Tales of Amaze, ils ont un peu changé leur fusil d'épaule puisque Unmatched passe en mode campagne coopératif contre des boss. Si j'ai bien compris, Swan. C'est à peu près ça. Il n'y a pas trop de l'aspect campagne, puisque en gros, finalement, c'est quand même le temps d'une session, donc ça va être un peu plus long que vos parties de Unmatched habituelles. Vous allez devoir affronter un boss. Donc, effectivement, il y aura un système de patterns avec des cartes, un système d'intelligence artificielle qui vont faire bouger les boss. Alors, petite précision quand même, là pour l'instant, cette campagne, elle n'est ouverte qu'aux backers nord-américains. Voilà. Mais Yellow s'est déjà engagé. Apparemment, ils vont faire un live ce soir pour expliquer un petit peu le fonctionnement, puisque c'est eux qui vont être notamment chargés de la distribution en fait en dehors du territoire américain. Et voilà, ils ont déjà annoncé qu'ils s'occuperaient de la localisation en français, etc. Mais ça ne se passera pas par cette campagne-là, ça passera plus par un système de précommande. Et en fait, finalement, ça ne change pas grand-chose parce que cette campagne, c'est un peu de la précommande. Moi, je suis assez déçu. C'était une campagne que j'attendais beaucoup parce que je trouve que le jeu, super cool. Je trouve que c'est un nouveau système de gameplay qui va rajouter encore plus de manières de jouer. Je trouve que c'est nickel. Le problème, c'est que je trouve que 2 boss, c'est pas vraiment suffisant. C'est-à-dire qu'on va vite faire un petit peu le tour. Hein. De ce combat-là, j'aurais bien aimé une mécanique pour faire en sorte que chacun des personnages puisse devenir un boss à lui tout seul, au moins ceux de la boîte de base en fait, comme tout le monde a plus ou moins commencé par la même boîte, que voilà, les 4 premiers personnages puissent être changés en boss et les affronter. Voilà, après on a toujours ce plateau double face, on a donc 2 boss avec des mécaniques qui sont quand même très différentes, mais il n'y aura pas de stretch goal, peut-être quelques surprises, ils ont dit tout au long de la campagne, mais en fait le jeu est déjà en pré-production. En fait. Donc en gros c'est purement de la précommande. Et on se disait que justement c'était la première fois qu'ils passaient par Kickstarter. Bon, Restoration Games c'est pas le cas, hein, ils ont déjà fait pas mal de trucs auparavant, ils sont des habitués de la plateforme, mais là pour le coup j'ai un petit peu du mal à comprendre en fait la pertinence de passer sur cette page, même si elle est très bien gérée, c'est visuel, on voit les personnages, etc. Mais voilà, pourquoi ils n'ont pas fait une sortie au classique en boutique comme les autres, je ne sais pas. C'est ça. Et éventuellement passer peut-être plus sur une édition de luxe, etc. Mais là, visiblement, c'est quand même un nouveau système de gameplay. Ça demandait peut-être un peu d'être essayé avant d'arriver là. Donc, à voir ce que ça va donner. En tout cas, je trouve que la proposition en termes de gameplay est quand même assez cool. Les figurines des 2 boss et des 4 nouveaux personnages sont vraiment stylés. Ah ouais, l'OVNI, il est magnifique, l'OVNI. Ouais, l'OVNI est très cool. Surtout que si tu pledges, t'as des petits personnages, les petits aliens là en figurine. Donc voilà, après ça reste quand même un jeu de qualité. Hein. Moi aussi, c'est un jeu que j'apprécie énormément. J'en attendais peut-être un petit peu trop de cette campagne. Attendons de voir quelles sont les surprises qui nous réservent. Attendons de voir aussi la communication de Yellow pour voir comment ce sera distribué en France. Bon, après, il y a fort à parier que ça se retrouvera dans des boutiques, et je vous conseillerais peut-être d'attendre la sortie boutique, plutôt que de vous précipiter sur cette version-là. Après, c'est bien parce que ça ouvre tout un nouveau champ au jeu, c'est-à-dire ça offre la possibilité d'un jeu solo, finalement, ce qui n'était pas le cas sur les autos de match, et peut-être comme tu déplores que finalement on ne peut pas adapter ce système aux anciennes figurines, moi je fais confiance aux fans, parce qu'il y a une grosse communauté Unmatched, ils vont certainement trouver le moyen de faire les cartes d'intelligence artificielle adaptées aux héros précédents des autres boîtes. Il faut être juste un peu patient et je suis sûr que ça va arriver. Ouais. Allez, 7ème place, on passe à Maladoom Dungeons of Enveron, qui a perdu une place cette semaine. Il marche plutôt bien, il a atteint le demi-million d'euros, 3335 contributeurs. Et il reste plus de 10 jours. On en a beaucoup parlé la semaine dernière. Je vous rappelle que vous avez une vidéo du Troll Savant sur la page officielle Kickstarter de Maladoom, avec une interview de Colin Young, donc le co-designer de Maladoom et de Core Space, puisque c'est une adaptation en Heroic Fantasy ou Dark Fantasy ou Medfan, enfin vous choisirez le mot que vous voulez.
de Core Space. Voilà, et ils ont rajouté, alors il y a des nouveaux add-ons qui sont arrivés, parce que j'étais assez étonné, il n'y avait pas de add-on, alors que sur les campagnes de Core Space, c'est bourré de add-on, il y a 5 ou 6 boîtes en plus. Donc là, ça arrive, vous avez un nouveau donjon, donc avec des nouveaux décors, vous avez une boîte de revenants, vous avez des petits des petits plateaux joueurs en plastique, vous avez un autre donjon, vous avez un autre battle map, enfin bref, ça commence à arriver, mais toujours pas de all-in sur le pledge, hein. Pour l'instant, vous pouvez prendre que le truc de base, plus le gros donjon qu'ils avaient mis dès les premiers jours sur la campagne, le donjon qui se vend à part, mais il n'y a pas encore de all-in avec tous les add-ons. À mon avis, ils vont le faire. Ils vont le faire parce qu'ils l'avaient fait sur Core Space, donc ça va arriver. Mais en tout cas, cette campagne se déploie tranquillement. On a surtout l'impression que ça s'adresse à des fans, hein. Il n'y a pas... au niveau actu, bon, il y en a, hein. On sent que ils ont déjà quand même un public assez acquis. Donc il y a moins de communication découverte sur le jeu. Mais bon, ça n'empêche pas le jeu de très bien marcher. Voilà. D'ailleurs, à noter que visiblement, vous avez été plutôt nombreux à être finalement convaincus par cette campagne, puisque vous êtes plusieurs à nous avoir indiqué que vous aviez craqué. Bah oui. Bon, on n'y est pour rien, hein. On a tu es Non, mais tu étais un bon ambassadeur, parce que c'est vrai que le fait de pouvoir discuter avec l'auteur, ça avait été apprécié, je suppose. Oui. Mais j'aurais bien aimé vous faire gagner une boîte de base de Maladoum, mais ça n'a pas pu être possible, mais la prochaine fois, comme ils ont été super contents de la vidéo, on tâchera de leur prendre un jeu la prochaine fois pour le faire gagner. On passe à la 6e place avec Doomlings, donc la campagne pour acheter des peluches, pour le jeu de cartes, pardon. Il en est à 485 000 €. Tu vois, les peluches, ça marche. 3860 contributeurs et il reste 20 jours. Soit je veux pas en parler pendant 3 semaines. Donc Doomlings, c'est un jeu de cartes avec des espèces de petits animaux choupinous fantastiques. Jeu de cartes très simple, mais surtout, et c'est ça qui est gavant, c'est que ils veulent te vendre des peluches avec en veux-tu en voilà, et t'as quasiment que ça et t'as l'impression... voilà. Alors ils ont fait un effort, hein. Je sais pas s'ils nous ont écoutés, non je pense pas, mais ils ont mis une vidéo de règles du jeu, parce qu'on se plaignait la semaine dernière, on disait mais on sait même pas comment ça marche, on sait pas de quoi ça parle, et ils ont rajouté une vidéo de règles. Voilà, c'est sympa. Entre deux photos de peluche. Non, mais c'est vrai que c'est une campagne qui est pas très intéressante à suivre, hein. C'est du pur marketing, c'est vraiment c'est regrettable, surtout qu'à la base, on le rappelle, hein, c'est la suite d'un petit jeu qui avait été fait pendant le confinement par un type qui a eu un peu besoin d'extérioriser. Il avait fait toute sa campagne là-dessus. Il y avait quelque chose d'un petit peu émouvant quand même dans la manière dont il avait parlé de ce projet. Et puis de voir que ça se transforme en pur produit capitaliste. Voilà, il a été rattrapé par le fric, hein. Qu'est-ce que tu veux? Ok, allez, on passe. 5e place, Sentinels of the Multiverse, qui a perdu une place cette semaine. 353 000 €, enfin dollars, pardon. C'est à peu près pareil maintenant. 4238 contributeurs. Il reste une grosse dizaine de jours pour ce jeu de cartes, pour cet univers de super-héros alternatif. Voilà, c'est le bon terme. Qui existe depuis des années, hein. Ils ont fait un jeu de rôle, ils ont fait je sais pas combien de jeux avec beaucoup d'extensions. Là, c'est une extension de plus, avec énormément de super-héros. C'est très coloré, ça ressemble à Marvel Champions, sauf que ça existait avant Marvel Champions, il me semble. Allez, on passe à la 4e place, et c'est une nouveauté, et c'est un énorme succès. Énorme, comparativement à la taille du jeu, hein. On sera d'accord. Ça s'appelle Let's Go to Japan. 274 000 €, 4651 contributeurs en 2 jours. Et il reste là plus de 15 jours. Et évidemment, comme il y a Japan dans le titre, je vais laisser parler Swan. Voilà. En fait, c'est un jeu qui va vous permettre, chacun dans votre coin, en gros, d'essayer d'optimiser votre voyage au Japon entre les lieux que vous devez visiter, mais prendre aussi en compte les déplacements, parce que vous allez perdre du temps, etc. Et en fait, l'idée, c'est de ressortir fort de vos expériences passées et d'optimiser de plus en plus votre voyage pour scorer un maximum de points, en essayant de ne pas perdre trop de temps, ni trop d'argent, etc. et de réussir à faire le voyage parfait. Pour la petite anecdote, c'est assez drôle, parce qu'en préparant l'émission, j'ai ma compagne qui passe derrière, et
elle me dit je vois pas en quoi faire un jeu, on dirait toi qui organise les vacances. Et c'est vrai que ça ressemble. Et c'est vrai que moi qui ai beaucoup voyagé, enfin plusieurs fois au Japon, c'est vrai que c'est assez important parce que c'est vrai que quand vous organisez un voyage au Japon, ça ressemble un peu à ça. Optimiser le temps de train en disant alors oui, il faut aller à tel endroit, à tel endroit, à tel endroit, mais en même temps, faut pas être trop fatigué, etc., etc. Ils en ont fait un jeu. Ça part presque certainement d'une expérience Je personnelle. pense que ça peut. Et on le sent en fait. Et c'est ce que j'aime bien. Et je pense que le jeu s'en sort, hein, notamment grâce à ce succès-là, parce qu'en fait, on sent l'amour, on sent que c'est des mecs qui connaissent le pays, qui ont voyagé plusieurs fois. Il y a plein de petits clins d'œil pour celles et ceux qui ont déjà été au Japon. Vous allez voir, il y a des lieux, on va dire, assez emblématiques, puis des lieux qui le sont devenus, en fait, voilà, un peu alternatifs, mais qui se connaissent un petit peu dans le monde des voyageurs qui vont souvent au Japon. D'accord. Donc c'est centré notamment autour des deux villes, hein, qui sont Tokyo et Kyoto, hein, qui sont les deux villes les plus visitées. Et voilà, donc je trouve que tout est super, hein, le matériel est top, les petits jetons, C'est les très billets de joli. train, etc. Les illustrations sont Ça, magnifiques. ouais, ça rend vraiment, vraiment bien. Et puis, Non, c'est une belle réussite. en fait, c'est. Enfin, Et faut puis voir en plus, je mécaniquement parlant, pense. hein. Bah, mécaniquement parlant, moi j'ai regardé là des Ça a l'air parties, efficace. ça marche plutôt bien. Et en plus, je me demande même si ça peut pas être un véritable outil pour organiser vos vacances. Oui, Parce que va pour le savoir. coup, je trouve que certains des lieux et certaines des recommandations qu'ils font sur les lieux, et la manière dont c'est amené ludiquement, et ben je trouve ça assez brillant en fait. Et c'est assez représentatif de ce que vous pouvez ressentir quand vous arrivez sur tel ou tel lieu, que vous allez faire telle ou telle activité. Et là-dessus, je trouve qu'ils ont vraiment réussi à puiser l'âme du voyage, et je trouve que c'est une franche réussite, et je comprends tout à fait que le jeu fonctionne à ce point. Il y a un petit côté parks, hein, ou trails. Tout à fait. Ces jeux où on va cheminer, on va découvrir des choses, on va accumuler de l'expérience. Voilà, il y Ouais, avait mais un comme autre c'est au jeu. Japon, c'est mieux. Ouais. Bon, les parcs nationaux américains, c'est beau aussi. Bon, je parlais tout à l'heure du fait que ce soit très bien ancré enfin, en termes de réalité, mais il faut savoir qu'ils sont quand même entourés de consultants, voilà, de gens pour les aider à faire quelque chose de le plus représentatif possible. Donc il y a un vrai travail d'équipe, et notamment avec des équipes qui sont sur place. Donc je trouve que Des expats. tout exactement, dans la manière de procéder qui en fait un jeu bien plus travaillé qu'on aurait pu le penser de prime abord. Avant de passer aux 3 premiers, les nouveautés de la semaine, il y en a toute une flopée. On va commencer par un jeu français qui s'appelle Galactic Renaissance. On est sur Kickstarter, qui a déjà dépassé les 1000 contributeurs, donc il est déjà financé. Donc c'est très chouette. C'est Matago, hein, qui organise cette campagne Kickstarter. C'est un jeu de science-fiction, mais c'est surtout un jeu, je dirais, d'influence, dans lequel vous allez voyager de planète en planète pour essayer d'augmenter l'influence de votre peuple. C'est comme ça que je le comprends, moi, hein. Vous allez passer par des portails, et c'est beaucoup de placements d'ouvriers. Vous avez de la carte aussi, et vous avez des illustrations à tomber par terre. Elles sont folles. Elles sont folles. On dirait une BD. Il y a du Moebius, mais il y a aussi un peu d'Enki Bilal. Enfin, c'est vraiment un mélange de la culture SF française en BD. Et d'ailleurs, qui a fait l'illustration? J'ai même pas, honte à moi, j'ai même pas regardé, alors que j'adore, je trouve ça magnifique. On en parlera la semaine prochaine parce qu'il est là. Hein. Enfin, en tout cas, toujours est-il que c'est le créateur d'Inis, hein, qui est derrière le projet, etc. Donc Inis, qui était un jeu qui se basait déjà pas mal sur le contrôle de territoire. Mais là, effectivement, ce que je trouve assez intéressant, c'est qu'il y a toute une dimension politique. Par le biais des cartes que vous allez jouer des ambassadeurs. Si vous arrivez en force sur une planète, vous allez pousser des gens à devoir la quitter, mais ils vont le vivre un petit peu comme un coup de pression, voire un coup d'état, et donc du coup ça va avoir des incidences. Donc en fait la brutalité n'est vraiment pas la meilleure des décisions, elle doit être vraiment calculée avec parcimonie. Donc on n'est pas tout à fait dans le 4X non plus, sachant qu'en plus il y a une carte, enfin vous allez avoir des cartes en main qui vont représenter vos émissaires. Il n'y a qu'une carte qui vous permet vraiment de scorer, et les autres qui sont là pour optimiser
du mieux possible la manière de scorer avec la dernière carte qui vous reste, donc il y a tout un système de combos, etc. Et en plus, les planètes que vous allez visiter, en fait, vous allez pouvoir les moduler, en fait, avec des petits jetons, Oui. et visiblement, il y a des extensions qui arrivent pour rajouter encore plus de rejouabilité. Donc on a vraiment hâte de voir comment cette campagne va s'en sortir, parce que je trouve que la proposition, surtout en termes de jeux spatiaux, c'est peut-être une des plus Ça a intéressantes l'air qu'on ait cool. eues ces derniers mois. Ouais. Bah, franchement, là, il y a un Tabletop Simulator. Si vous avez Tabletop Simulator, vraiment, je vous conseille d'essayer le jeu sur Tabletop Simulator, parce que ça, c'est le genre de jeu. C'est pas facile. Autant il y a des jeux, c'est un peu évident, la mécanique, ça veut pas dire que c'est mauvais jeu, hein, mais je veux dire, on voit, c'est tracé. Là, il y a l'air d'avoir quand même une originalité, des twists, enfin, voilà. Je pense qu'il faut vraiment y jouer pour se décider, quoi. Et c'est pour ça certainement qu'ils l'ont mis sur Tabletop Simulator. Et je pense que s'ils l'ont mis sur Tabletop Simulator, c'est qu'ils sont assez sûrs d'eux aussi. Et alors tu sais quoi, il faudra que j'ai la confirmation, mais je crois que j'ai joué au proto de ce jeu il y a 3 ans. Parce que je crois. Quand on avait fait un reportage à Lyon, dans une commune d'auteurs. D'ailleurs, le reportage est sur... si vous fouillez dans les vieilles vidéos du Troll Savant, vous la trouverez. Et en fait, à l'origine, c'était un jeu adapté du livre Fondation d'Isaac Asimov. Et d'ailleurs, tu peux construire des fondations là. Oui, tout à fait. C'est ce que j'étais en train de dire. Ça a fait Et il me tilt, semble que c'était l'auteur d'Inis. On a discuté avec lui, on a même joué au proto. Et je suis quasiment sûr que c'est ça. Voilà, donc c'était avant le Covid. Donc comme il y a eu une espèce de blackout entre les deux, ma mémoire... Mais je suis quasiment sûr d'avoir joué à ce proto. Et à l'époque, c'était une adaptation... de fondation d'Isaac Asimov. Voilà, tout cela, il faut que je le confirme, mais je suis quasiment sûr. Allez, on passe à la nouveauté suivante. J'essaie de trouver une transition, de trouver un jeu qui ressemble un petit peu, mais il n'y en a pas en fait. Alors, ça va un être jeu français. Alors, on fait un jeu français, jeu on français. continue sur la Allez, France. c'est parti. Ouais, bonne transition. Alors, deuxième jeu français qui a l'air aussi hyper intéressant, c'est Nekojima, toujours sur Kickstarter, qui est déjà financé, 652 contributeurs, ça marche bien hein, cette semaine-là. Il reste 20 jours. Et là, ça se passe encore au Japon, sur l'île de Nekojima. Tu n'as pas visité l'île de Nekojima, Swan? Non, mais qui veut littéralement dire l'île au chat, en fait. Et voilà, c'est l'île au chat. Ouais. C'est un jeu d'adresse dans lequel il va falloir électrifier l'île. Donc c'est pas facile à expliquer sans les images. Enfin, vous avez les images qui défilent normalement. Vous avez deux plots en bois reliés avec une corde. Il y en a de différentes couleurs. Il va falloir relier entre chaque plot vos couleurs sans toucher les cordes des autres couleurs. Donc c'est un vrai jeu d'adresse. C'est très original. C'est joli, c'est en bois. Vous avez même une édition Deluxe hein, qui est tout en bois, il me semble. Et c'est pas un premier jeu, mais quasiment. Hein, c'est un deuxième jeu. Donc ce sont des jeunes auteurs, c'est un coup. Et vous avez des petits chats aussi accrochés sur les cordes qui peuvent un peu déstabiliser les trucs. Enfin, vous avez toute une petite mécanique. C'est un vrai jeu d'adresse. Et moi, c'est pas trop mon style de jeu, mais j'avoue que c'est original et ça a l'air assez fun. Et en plus, il y a toute une dimension éco-responsable, hein, puisque tout le matériel est composé en bois. Les auteurs ont expliqué que d'ailleurs, à la base, ils voulaient essayer de tout faire pour que ce soit manufacturé en France ou en Europe. Malheureusement, ils n'ont pas trouvé de solution autre que de faire le jeu en Chine. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont quand même laissé un petit passage sur justement ces gens en Chine qui vont confectionner le jeu. En fait, c'est un peu toutes ces petites mains qu'on oublie systématiquement hein, quand on parle de jeux plateau. Et donc du coup, j'ai trouvé ça plutôt original de mettre en avant en fait l'équipe qui va se charger en fait de la création, on va dire physique du jeu. Donc voilà, c'est quelque chose qui est assez Il y avait rare une photo de groupe pour être d'usine. souligné. Et donc du coup, voilà, le jeu va être assez sympa. Donc plutôt jeu d'ambiance. D'habitude, c'est pas trop notre tasse de thé, mais on salue quand même l'initiative et la manière dont le projet est mené. Je trouve que c'est une bonne stratégie. Allez, prochaine nouveauté, je l'ai pris parce que je trouve ça super rigolo. Ça s'appelle Mini Tactics War. C'est un petit wargame avec figurines, mais c'est à imprimer en 3D. Donc vous aurez que les fichiers. Mais je trouvais le look super rigolo. C'est très cartoon. Je trouve les terrains, les petites pièces de terrain que tu mets qui sont modulables, vous avez de la flotte, de la prairie, des petits arbres. Je trouve ça très réussi, très joli. Et voilà. Alors après, je sais absolument pas ce que vaut le jeu, mais juste pour le look et les photos, j'ai trouvé ça assez craquant. Il y a tout un tas de pièces. Vous pouvez faire vos cartes comme vous voulez. C'est des petites pièces carrées, quoi. Vous pouvez tout moduler. Et je trouve que c'est une sacrée bonne idée. Mais bon, après, il faut avoir accès à une imprimante 3D.
ou se les faire imprimer, bon bref. Et c'est sur Kickstarter. On va aller vite fait sur Kickstarter encore avec Ecosphera, donc c'est un jeu de cartes à vocation écolo, dans lequel il va falloir reproduire des écosystèmes. Donc vous avez, qu'est-ce qu'il y a, la taïga, le désert, la jungle, enfin bref, ce sont des tuiles que vous mettez au milieu, mais avant de les mettre, il va falloir reproduire tout l'écosystème qui va avec, c'est-à-dire en commençant par les plantes, après les animaux, donc il y a tout un équilibre à trouver, et après vous pouvez mettre la tuile au milieu, ça vous fait des points. C'est par un design assez joli, je trouve, un peu naïf, mais très, très réussi dans son style. Et c'est pas ultra cher, donc voilà, c'est le genre de mécanique qui vous branche. Ça peut un peu rappeler Cascadia, hein, dans le style. Cette espèce d'arbre un peu d'écosystème pour faire des points. Et ça a pas l'air désagréable. Allez, tu vas enchaîner toujours sur Kickstarter. Ouais, j'en ai 2 encore sur Kickstarter. Je vais commencer rapidement par un jeu pareil qui sort un petit peu des sentiers battus de ce qu'on traite d'habitude dans l'émission, qui s'appelle Pop-Up Crime. Your mystery will show up. Donc l'idée c'est que vous allez avoir un peu le principe des livres pop-up, donc qui vont s'ouvrir, vous savez, avec tous ces éléments qui vont apparaître en 3D, et ça va être une sorte d'enquête escape game à l'intérieur de ces décors. Donc il y a une histoire qu'il va falloir suivre, et au fur et à mesure des pièces que vous allez explorer, vous allez incarner des personnages avec des fiches qui leur sont propres, explorer les pièces, interagir en fait avec une application qui vont faire dialoguer les personnages entre eux, vous allez avoir des objets à comboter, etc. Il va y avoir aussi de l'observation au niveau de la pièce, si vous trouvez des informations, ça vous permet de débloquer, ouais c'est ça, de débloquer par exemple une lampe à UV, et donc du coup à partir du moment où vous avez débloqué cette lampe, vous pouvez l'utiliser, découvrir de nouveaux indices, etc. Rigolo. Et donc, mener l'enquête. Donc voilà, je trouve que le matériel est plutôt sympa, il y aura une VF qui sera présentée, une extension qui est déjà promise. Voilà, le jeu va suivre son petit bonhomme de chemin. Reste toujours la question de la rejouabilité, parce que là c'est vrai qu'ils nous garantissent que il y a différents arcs narratifs, que vous allez pouvoir avoir un peu d'incidence, mais c'est vrai qu'une fois que vous avez exploré les lieux, voilà, voir comment ça fonctionne. Après, c'est typiquement, je pense que le problème c'est un petit peu le prix. Après, quand on voit la qualité du matériel, c'est plutôt cool. Mais c'est vrai que le prix peut être un peu rebutant pour un jeu qui va se jouer que quelques fois. Donc après, à voir, est-ce que c'est un jeu qui peut se repasser de main en main, etc. Donc peut-être que ça peut valoir le coup de le prendre à plusieurs. En tout cas, je trouve que la proposition n'est pas mauvaise. J'enchaîne sur un autre petit jeu sur Kickstarter, très rapidement, qui s'appelle Lore, tout simplement. Et je trouve que c'est typiquement ce genre de jeu qui passe inaperçu en ce moment. Je trouve qu'il y en a plein de ce type de jeu. Il y a une très belle créativité en ce moment. Et je trouve que le jeu est fou en fait. L'idée, elle est toute simple, hein, ça n'a rien de pas l'eau chaude, hein, c'est vous allez devoir créer un personnage en fait, faire son lore. Donc vous allez d'abord choisir un archétype, et puis vous allez choper des statistiques, puis ensuite les différents jours vont se passer avec une carte événement, et puis ensuite vous allez passer chez le marchand pour débloquer des actions, et ensuite vous allez aller visiter des lieux. Chaque lieu va vous proposer des actions, alors ça peut être recruter des alliés, trouver de l'équipement, aller affronter un monstre, et in fine tenter d'accomplir des quêtes. Et ces quêtes en fait qui vont finir d'accomplir, enfin de remplir en fait l'histoire de votre personnage, jusqu'à faire une espèce de fresque en bas de votre plateau, et tout ça dans un style graphique que je trouve super réussi, vraiment, avec en plus cette idée de plusieurs lieux qui vont pouvoir être débloqués, donc du coup ça rajoute énormément de rejouabilité, des personnages qui ont l'air d'être assez asymétriques, du matériel qui est très joli sans être trop ambitieux pour ce que le jeu propose. Donc voilà, si vous êtes à la recherche d'un petit jeu d'ambiance un peu sympa, je vous invite vraiment à vous tourner autour de ce projet. C'est un premier projet de la part de son créateur. Pour l'instant, il y a 500 contributeurs, le jeu n'est pas encore financé, il était parti plutôt sur une stratégie, une campagne assez courte, hein. Il n'y avait que 15 jours, il en reste 7, il est sorti juste après que on ait réalisé l'émission de la semaine dernière. C'était peut-être un peu ambitieux de partir sur une campagne courte pour un tel projet, donc voilà, je vous invite à vous intéresser à ce jeu que je trouve fort intéressant. Alors moi j'ai encore 3 jeux, dis donc, 3 jeux, je vais faire ça vite fait, mais c'est des jeux intéressants aussi, hein.
Kickstarter, Raven Manor, donc c'est un jeu de cartes style loup-garou. Alors ça fait un peu peur aux puristes parce que bon voilà, mais regardez la direction artistique, c'est superbe. En fait, il va falloir, vous êtes dans un manoir, dans une famille, et il va falloir retrouver un corbeau qui fait chier un peu tout le monde. Les illustrations sont super belles, très gothiques. C'est pas non plus ultra cher, c'est un petit jeu. Et puis voilà, c'est du jeu d'ambiance plutôt, mais contrairement à beaucoup de type de jeux qui sont un peu ringards au niveau style, celui-là il détonne vraiment quoi. Ensuite, un gros jeu de placement d'ouvriers, enfin gros, qui est quand même, oui, pas mal, qui est plutôt expert, qui s'appelle Forge, qui vous propose de gérer votre forge à l'époque médiévale. Je trouve ça mortel comme idée. Donc c'est vraiment un jeu de gestion de forge, il va falloir trouver le métal, il faut trouver vos assistants, vous pouvez améliorer vos assistants, vous pouvez améliorer votre forge, vous devez répondre à des commandes, donc il y a un côté pick-up and delivery, placement d'ouvriers, et tout ça autour de la forge. Je trouve que c'est une super belle idée. Voilà, le jeu il démarre tranquillement, hein, il a que 172 contributeurs, mais n'hésitez pas à regarder, à jeter un coup d'œil parce que c'est voilà, thématique pas banale et le jeu est plutôt sympathique sur la table. Et enfin, j'essaye d'aller vite, hein, je suis désolé, il y a beaucoup de trucs. Enfin, GameFound, petit jeu de puzzle sans prétention qui s'appelle Flutter, dans lequel vous allez poser des tuiles sous forme de vaguement triangles qui représentent des papillons, des fleurs, et évidemment il faut les placer d'une certaine manière pour que ça vous rapporte des points. Vous avez aussi des petits meeples abeilles à mettre dessus. C'est design très simpliste, petit jeu, voilà, qui peut fonctionner en famille, mais qui n'a pas l'air désagréable, en tout cas qui a l'air assez tactique mine de rien. Voilà. Je crois qu'on a fini. Je crois. Non, il m'en reste encore un. Ah, mais il reste encore un. Sur Baker Kit. Donc, pareil très rapidement, en gros l'idée c'est que vous allez jouer des personnages, vous allez arporter un jardin, collecter des ingrédients, comboter ces ingrédients avec des personnages que vous allez rencontrer, des personnages que vous allez incarner, de façon à faire des recettes et ensuite scorer de cette manière-là. Des recettes de cuisine, hein. Des recettes de cuisine, tout à fait. Il y a des belles cartes de bouffe, là, ça donne faim. Ouais, ça donne faim. Ce qui est assez drôle, c'est qu'il y a un côté très réaliste tout en étant dans un univers un peu fantastique. Je trouve que visuellement, graphiquement, c'est très joli. C'est très joli, ouais. C'est un vrai jeu de printemps. Hein. Je trouve que la mécanique de jeu, elle est simple, sans être pour autant simpliste. Donc c'est un bon jeu d'ambiance, le genre de jeu qu'on sort un petit peu en début de soirée, quand on est un petit peu fatigué. Donc voilà, affaire à suivre. C'est vrai que Baker Kit, il faut le surveiller de plus en plus, parce qu'il y a des projets un peu singuliers hein, qui apparaissent. Donc à voir ce que ça va donner sur ce projet dans les jours à venir. Et un petit look japonais sur les personnages et une très belle boîte de rangement, je vois ça, elle est super jolie. C'est fait avec goût. Allez, on revient aux 3 premiers du classement. 3e position, Point City plus Deep Dive, donc c'est les 2 petits jeux. Donc il y en a un, c'est un city builder et le deuxième, c'est une espèce de jeu de déplacement de pingouins sur les banquises. 165 000 €, 5 745 contributeurs, hein, c'est énorme. Hein. Ouais. Il reste 20 jours. Hein. On a tout dit, et hein, du coup, parce que c'est de la précommande. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Il y a une actu. Les mecs, ils exagèrent, quoi. Il y a une actu, quoi. Faut pas déconner, quoi. Quand t'as un tel succès, quand même. Enfin bon, bref. Ok. Tu voulais dire quelque chose, peut-être ? Je voulais dire qu'on pouvait passer à autre chose. Ah, d'accord. Bon, bah voilà, c'est fait. 2e position, c'est Townsfolk Tussle. Donc l'extension de Townsfolk Tussle, plus on va dire, presque 2e édition. 687 798 €, 5 868 contributeurs. 14 jours avant la fin. Il y a un beau contrat avec Lucky Duck Game. Donc ce jeu, il va sortir en français. Allez, Lucky Duck, encore une fois. C'est marrant parce que ils aiment bien se positionner sur des jeux qui, il y a quelques années, paraissaient inadaptables ou trop des gouffres financiers, etc. Et donc, du coup, voilà, hein, ils continuent sur la lancée. Ils s'attaquent à un nouveau projet assez conséquent. Donc, bravo à eux. Surtout que c'est enfin, moi, j'étais même étonné qu'il n'y ait pas eu, qu'il n'y ait pas eu d'adaptation en France, où le jeu a l'air magnifique. Et si Lucky Duck Game veut nous envoyer un proto pour la prochaine campagne en français, ils sont les bienvenus. Alors, je sais pas s'ils feront une campagne à part ou s'ils vont faire une traduction directe, j'en sais rien, mais quoi qu'il arrive, moi je veux bien essayer Townsfolk Tussle.
Non, le jeu est super beau. On en a beaucoup parlé, hein. C'est vraiment hommage aux cartoons des années 30-40. Vous allez combattre des boss, vous avez des aventures. La direction artistique est super belle. Et c'est un carton et ça m'étonne pas. Enfin, je veux dire, c'est logique. C'est très réussi. Et voilà, donc ils ajoutent des extensions avec une extension, Swan en avait parlé, qui raccourcissait un peu certaines parties parce que c'était un peu le défaut de la première édition, que c'était un peu trop long des fois. Donc voilà, vous avez une boîte à part si vous le souhaitez raccourcir les parties, ça reste un choix, donc c'est plutôt sympa qu'ils aient fait ça. Bon bah premier, donc ça veut dire que Townsfolk Tussle n'est plus premier si vous suivez Kick Parade toutes les semaines. Oui. Donc qui est premier? Quel Ah gros bah, jeu super attendu mondialement est arrivé premier. Ouais. Eh ben non. Eh ben non, le premier de Kick Parade cette semaine, c'est Battletech Mercenaries. Donc Battletech, c'est un jeu de figurines. Mais alors vraiment purement un jeu de figurines, style Warhammer, style Conquest, sauf que là, vous êtes des mechas, donc des gros robots. C'est un jeu qui existe depuis des années aux États-Unis. C'est un gros jeu de figurines aux États-Unis. Dans les années 80, il y avait un jeu de rôle édité par FASA. Donc c'est vraiment une vieille histoire aux États-Unis, Battletech. Et c'est quasiment inconnu en France. Quasiment. Je dis quasiment parce qu'il y a certainement des gens qui jouent en France, qui ont ramené des boîtes des États-Unis ou j'en sais rien. En tout cas, en France, c'est très très anonyme. Et ben voilà. Donc 2 438 000 €, 9 728 contributeurs. Le jeu, la campagne est sortie aujourd'hui. Et quand je dis aujourd'hui, c'est il y a quelques heures avant l'enregistrement de cette émission. Et il reste là un mois. Donc c'est un putain de triomphe, on appelle ça. Et c'est une surprise totale. Parce que autant je connaissais Battletech, il n'y a pas de problème. Je sais que c'est un jeu qui est joué aux États-Unis. D'ailleurs, si ça vous intéresse de voir quelques rapports de bataille filmés, vous avez une chaîne YouTube qui s'appelle Guerilla Miniature. Qui fait pas mal de jeux de figurines, de rapports de bataille, et il y a du Battletech, donc il faut fouiller un petit peu dans les vidéos. Mais je ne pensais pas à ce point-là que ça allait cartonner, quoi. C'est un truc de fou. Donc voilà, donc qu'est-ce qu'il y a dans... Pardon, excuse-moi, vas-y. Non, mais c'est juste que, effectivement, là tu le disais, il y en a encore pour un bout moment de campagne. Je ne vois pas quel jeu pourrait le détrôner, quand bien même, et je dis bien quand bien même, The Elder Scrolls sort la semaine prochaine. Ouais. Mais là, 9000 contributeurs en moins d'une journée, c'est intestable. C'est intestable. Il y a un Zombicide qui va sortir, mais je sais pas s'il va sortir bientôt. Le White machin. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il devrait pas tarder. Mais même un projet Cool Mini or Not, je veux dire, ils les font, hein, les 9000, mais ils les font pas en une journée. Non, je suis totalement sur le cul de la popularité de ce jeu. Donc c'est un gros pledge. Hein, où, je crois qu'il y a 5 nouvelles boîtes avec plein de... Voilà, je vais pas rentrer dans les détails parce qu'il faudra vraiment s'y connaître dans le jeu pour vous dire non, puis en plus, il y a faction, machin, mais... Puis il y a une volonté de dépoussiérer aussi apparemment certaines unités qui faisaient partie en fait on va dire des origines du jeu. Donc je sais plus, ils disent la date, mais on est dans on parle des années 80, donc il y a aussi une manière, voilà, de récupérer un petit peu. Oui, c'est ça. Je pense que pour les fans de Battletech, c'est une campagne hyper importante. C'était la campagne à ne pas louper, apparemment, hein, parce que vu le chiffre, je pense que tu as tous les joueurs de Battletech qu'on baqué, quoi. Hein. Ouais, moi j'aimerais bien essayer Battletech. S'il y a quelqu'un qui a Battletech en jeu de figurines et qui habite en région parisienne, ça m'intéresse. J'aimerais bien tester un jour. Ouais. Et bien voilà, on a fini notre tour d'horizon des sites à financement participatif de la semaine. Un grand merci de nous avoir suivis. Merci Swan. Oui, merci Erwan. Et puis faites attention à votre porte-monnaie. Hein. Là, faites attention les gars. Il y a Elder Scrolls la semaine prochaine. Il y a Elder Scrolls et puis là cette semaine, elle est super productive. Donc on a eu un début d'année qui a mis du temps à démarrer, mais là... C'est difficile de se retenir. Elder Scrolls va falloir que soit que je me coupe les mains, soit que je me crève les yeux. Je sais pas, je n'ai pas encore choisi, j'ai une semaine pour choisir. Voilà. Allez, si ça vous a plu, un pouce. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. C'est gratuit, bien entendu. Et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao. Salut à tous.